mois de juillet dernier, le Consistoire de France et la Maison Rachi ont organisé la seconde édition de la Journée du judaïsme français, à Troyes. La Maison Rachi et l'Espace Argence ont reçu à cette occasion plus de 1000 visiteurs, venus découvrir l'histoire de ce célèbre rabbin et commentateur troyen du Moyen-Âge. C'est toute l'histoire des Juifs français d'hier et d'aujourd'hui qui s'expose et ouvre sur le débat de l'identité juive. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, À l'origine. Aujourd'hui, à Troyes, la ville où vécut Rachi, mais surtout, la ville où il est né, en 1040. Rabbin, commentateur de la Bible, il est le symbole d'un judaïsme français. Il a été l'un des premiers à abandonner le latin pour la langue française. Bernard-Henri Lévy dit de lui, dans ses œuvres, qu'il est son mémorial du français des commencements. Combien sont-ils encore à ignorer que la présence juive en France remonte au 1er siècle? Quelle est la plus ancienne des communautés juives d'Europe? Aujourd'hui, et surtout depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste en Israël, qu'est-ce que représente pour chacun de vous le 7 octobre? Une fracture, un choc. Comment nous, Juifs de France, devons-nous vivre notre judaïsme? Comment se dire qu'alors que la plupart d'entre nous l'avaient mis un peu de côté, aujourd'hui il ressort comme un rugissement au fond de chacun d'entre nous? Je commencerai par le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Chaim Corsia, vous écrivez dans votre livre « Je crois à tout ce qui nous élève et nous rassemble. Je sais qu'il n'est pas besoin de se ressembler pour se rassembler. Ce qui importe, c'est d'avoir assez en commun, c'est-à-dire en partage. Et qu'est-ce que vous pensez surtout de ce qui nous manquerait après le 7 octobre? Ce partage ? Bon, avant de voir ce qui nous manquerait, voyons ce que nous avons. Et nous avons une extraordinaire capacité à espérer malgré tout. Je crois profondément que ce que le judaïsme apporte à la société, c'est ce qu'il est. Or, ce que nous sommes, c'est une espérance. On le dit avec le Messie. Je crois, Ani Ma'amin Be'emunah Shelema, je crois avec une foi parfaite et totale que le Messie viendra. Et s'il tarde, c'est pas grave, je l'attendrai. Et donc cette capacité à espérer malgré tout, c'est ce qui nous permet, en France et partout dans le monde, et c'est ce qui permet aux Israéliens de résister à la tentation de l'abattement. Parce que ce que les Israéliens ont subi, ce que nous avons subi tous, et ce que, honnêtement, l'humanité tout entière a subi le 7 octobre, c'est quelque chose qui aurait dû défaire toute espérance. Et pourtant, nous espérons. Et moi, je me dis, oui, il manque évidemment des choses. Qu'est-ce qui manque? Il manque des points d'appui. Mais vous présentiez la salle tout à l'heure en disant des juifs et des non-juifs, mais le fait que des non-juifs soient avec nous, le fait que chacune d'entre nous ayons reçu tant de messages de fraternité, de solidarité humaine, c'est rassurant parce que ça veut dire nous ne sommes plus seuls. La grande différence avec des temps qu'on a connus, c'est que nous ne sommes plus seuls. Élie Corsia, vous êtes président du Consistoire central de France. Qu'est-ce que ça a changé pour la communauté juive française dans son comportement? C'est quoi votre ressenti? Je crois qu'il y a eu un avant et un après le 7 octobre, manifestement. On en a tous eu conscience, pas simplement en France, dans le monde entier. Il faut voir cette résurgence de l'antisémitisme sur fond d'antisionisme que l'on a connu, qu'on habite à New York, à Paris, à Berlin ou ailleurs. C'est le peuple juif entier qui a été traumatisé par l'événement du 7 octobre, pas seulement les Israéliens. D'abord, évidemment, parce que c'est ce que l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy a très bien décrit dans son ouvrage « Solitude d'Israël »,
parce que c'est ce qu'il appelle un événement, avec un E majuscule. Et il n'y en a pas beaucoup dans notre histoire contemporaine des événements avec un E majuscule. Ça a été le cas aux États-Unis avec le 11 septembre 2001, et c'est le cas avec ce qui s'est passé en Israël. Pour la première fois, une guerre de nature terroriste menée par des terroristes du Hamas en terre d'Israël. Quelque chose qui était d'ailleurs pour nous toutes et nous tous ici quelque chose d'impensable, qu'Israël soit attaqué en son sein, dans ses kibboutz, proches de la bande de Gaza, au festival de musique Supernova, avec plus de 360 victimes, des jeunes qui ont été massacrés, tués, violés par des terroristes. Je crois que c'est quelque chose qui est un acte de guerre fondateur pour la société, pour la génération que nous sommes. Et malheureusement, cela a entraîné ensuite, parce que évidemment les terroristes avaient dans leur plan qu'Israël allait réagir, qu'Israël allait rentrer en guerre contre eux. Ils le savaient très bien. Et donc quelque part, ce que nous vivons depuis ces derniers mois, c'est aussi la désinhibition, la libération d'une parole antisémite sous un fond, évidemment, sur un terreau d'antisionisme. Et c'est ce qu'on a eu à vivre. Instrumentalisé en plus à des fins politiques par certains. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais vous le savez très bien. Et donc, effectivement, les Juifs de France, troisième communauté juive au monde, après celle d'Israël et celle des États-Unis, eh bien, nous avons vécu de plein fouet cette résurgence de l'antisémitisme. Et si je citais Bernard-Henri Lévy, c'est parce que son livre s'appelle « Solitude d'Israël », mais qu'à l'intérieur de ce livre, il parle aussi de cette solitude des Juifs de France qu'on a pu ressentir à certains égards. Mais le grand rabbin de France a raison. Nous avons aussi dans le même temps eu des témoignages très touchants de beaucoup de personnes qui nous ont dit « on est avec vous, on est solidaires. Le combat que vous menez pour la liberté face à l'obscurantisme et au terrorisme, c'est un combat que nous partageons intellectuellement avec vous et on est avec vous. » Et c'est pour cela que nous sommes sur une ligne de crête entre d'un côté des moments où nous nous sommes sentis seuls et d'autres moments où nous savons aussi que beaucoup se sont manifestés à notre égard, des personnes de la société civile, mais aussi un grand nombre d'élus, des pouvoirs publics qui nous ont dit « nous sommes avec vous, ne croyez pas que vous êtes seuls ». Donc c'est, je crois, ce rapport qui fait que être juif en France après le 7 octobre, eh bien c'est ce sentiment double d'appartenance à une nation qui sait que le combat qui est mené contre l'antisémitisme est le combat de toute une génération et qu'il faut renforcer, je le dis bien, nos actions dans la prévention, dans la sécurisation, dans la répression et évidemment la judiciarisation si on veut être à la hauteur de ce combat qui est loin d'être gagné encore. Rachel, vous avez été l'une des rares personnalités à prendre la parole sur les attaques ciblées contre les femmes le 7 octobre, principalement des jeunes femmes. Comment vous avez ressenti cette solitude et pour vous, qu'est-ce qu'elle dit de notre société ? Merci Steve. Déjà, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour la mémoire de Rachi. Parce que c'est un héritage que nous avons et cet héritage implique une grande responsabilité. Donc c'est ça que j'ai ressenti surtout, une grande responsabilité lorsqu'il s'est passé le 7 octobre. On ne dit même plus antisémitisme parce que cette date-là, elle veut dire bien plus que l'antisémitisme, elle veut dire barbarie. Donc ce que j'ai ressenti, c'est d'abord la sidération et puis le fait au présent, le fait que nous soyons tous une cible orchestrée, le fait aussi qu'on soit soumis à une forme de judaïsme clandestin, le fait que notre citoyenneté soit entachée. Et puis j'ai repensé évidemment à ma famille, à mon grand-père, à ces mots qu'il avait avec son accent yiddish, « ils reviendront ». Ils sont revenus, et puis il y avait ce silence aussi, le silence de mon grand-père et le silence qu'il y avait dans les yeux de mon grand-père, qui a été déporté pendant 3 ans à Auschwitz.
Et ce silence, j'ai pu le retrouver dans les yeux de Mia, le même silence, alors qu'elle a 22 ans. Elle est restée 55 jours otage. Et puis, il y a les voisins. J'ai retrouvé un voisin, pas mal de voisins, qui auraient pu dénoncer mon grand-père. Et puis d'autres voisins qui ont tourné la tête, qui ne voulaient pas marcher pour la République et contre l'antisémitisme. Et puis d'autres voisins avec nous, ceux qui nous envoient des SMS de soutien, ceux qui sont debout. Alors le 7 octobre, oui, j'ai ressenti cette grande responsabilité, mais comme dans les commentaires de Rachid, où finalement on est entre adversité, gratitude et responsabilité. C'est-à-dire que l'adversité nous forge notre identité de juif. Ça dure depuis 5000 ans. Donc j'ai repensé aussi le 7 octobre à Esther. Et j'ai repensé aussi à la sortie d'Égypte. Alors évidemment, moi en tant que Noire et Juive, la sortie d'Égypte, ça me plaît. Et surtout, ça me plaît beaucoup quand Moïse va voir Tzipora. J'ai pensé à l'amour parce que oui, nous avons perdu beaucoup d'amis. On en a perdu beaucoup. Orchestrés par des idéologies délétères sur fond de apartheid, génocide, colonisation. Alors oui, on a perdu des amis, mais on a gagné aussi beaucoup d'amour. Et cet amour renouvelé pour Eretz Israël. Merci. Ça, c'est sûr que ce sera Israël. Ilana Feredian. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ou ceux qui connaissent sa voix, c'est une grande journaliste qui tous les matins fait le journal à Radio J avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion. Ilana. L'agression de cette toute jeune fille. Une enfant. Cet enfant jeune fille. Je préfère qu'on dise une enfant. C'est une enfant. C'était mon mot d'après. Une enfant de 12 ans, à Courbevoie, a suscité de nombreuses réactions, mais finalement, aucune manifestation, comme nous l'avons connu à Carpentras, en 1990, lorsque le cimetière juif avait été profané. Comment, en tant que journaliste et en tant que femme, vous pourriez expliquer cette différence de réaction ? Alors, écoutez, moi, je n'ai pas été surprise du tout. J'aimerais rappeler qu'après les attentats d'Ozar HaTorah à Toulouse, et Elie peut en témoigner puisqu'il était l'avocat de Samuel Sandler, il n'y a pas eu de grand élan de solidarité pour défendre ces enfants juifs qui avaient été tués parce que juifs pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, il y a eu une seule grande, entre guillemets, manifestation, 20 000 personnes rassemblées à Paris pour dénoncer ces attentats, 30 000 pour Ilan Halimi en 2006. On est effectivement loin des 200 000 personnes qui s'étaient rassemblées à la fois pour Copernic en 1980, mais effectivement également en 90 pour Carpentras. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on s'est souvent posée en tant que journaliste. Si en 2015, il n'y avait eu plus tard que l'hypercachère et pas Charlie Hebdo, est-ce qu'il y aurait eu cette grande manifestation comme on a pu le voir? On le rappelle, à Paris, pour rappel, c'était 1,5 million de personnes qui s'étaient rassemblées avec des pancartes « Je suis Charlie ». Moi, j'ai pu parler notamment avec un rescapé des attentats d'Ozar HaTorah, Jonathan Chétrit, qui lui est persuadé que s'il y avait eu que Ozar HaTorah à Toulouse, il n'y aurait pas eu autant de manifestations. Et c'est Samuel Sandler, d'ailleurs, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés tout récemment, qui disait: l'assassinat d'enfants juifs n'émeut personne. La mort et la souffrance des enfants juifs n'intéressent pas. C'est donc d'abord, premièrement, je pense, un symbole de la banalisation de la haine antisémite dans notre pays. Et certains n'ont peut-être pas encore, c'est quand même fou de dire ça, mais pris la mesure du danger pour nous, les Juifs, malgré Sarah Halimi, malgré Mireille Knoll, malgré Ilan Halimi, malgré les enfants juifs, malgré tout ce qui se passe. Eh bien, on a encore des responsables politiques que je ne citerai pas, qui considèrent que l'antisémitisme est résiduel, entre guillemets, en France. La deuxième chose...
La deuxième chose aussi, je pense, c'est qu'on a exclu les juifs de la lutte antiraciste. Le juif n'est plus perçu comme une minorité discriminée, mais comme un super blanc, colonisateur, oppresseur, qui victimise. Merci Ilana. Élie? Il faut aussi incarner cela dans le quotidien. Ce qui est important, c'est qu'en 2024, quand on décide de faire un événement tel que Yom Rashi, la journée du judaïsme français, dans ce superbe espace, avec ces 2 émissions que nous tournons aujourd'hui, Steve, les pouvoirs publics sont avec nous. Quand je demande à la région de nous soutenir, parce que c'est un acte citoyen, républicain, de la communauté juive au sein de la communauté nationale, comme ça nous tient toujours à cœur, eh bien la région nous suit. Le département dit oui, nous sommes avec vous. La ville de Troyes, et nous recevrons tout à l'heure, juste après cette émission et cette intervention, le maire de Troyes, la ville de Troyes nous dit « Nous sommes avec vous » et nous sommes ici dans un joyau, je le dis bien, un joyau de la ville de Troyes. Et nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont venues d'un peu partout. Et donc, c'est important aussi d'avoir ce discours, et je le dis, je sais que ça parle à Rachel, parce que si j'ai voulu que Rachel et que Ilana soient ici présentes aussi, c'est parce qu'elles incarnent aussi à travers leur action, en tant que journalistes, en tant qu'essayistes, ce que nous disons là. La culture de la résilience, qui montre que la vitalité de la communauté juive est toujours là et que nous ne baissons jamais, jamais les bras. Juste un petit, pour compléter, effectivement, je partage bien sûr, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je parlais de responsabilité, et cette responsabilité que l'on trouve dans les commentaires de Rachi à différents endroits, cette responsabilité de citoyen de faire en sorte que soit notre foi, soit notre tradition, insuffle assez dans la société pour embarquer avec nous le reste des citoyens. Puisqu'effectivement, si nous ne sommes pas là, il n'y a plus de République française. Donc c'est vrai qu'on a envie de faire nos valises, mais en même temps, si nous ne sommes plus là, eh ben on abandonne cette France et cette République. C'était mon premier point. Le deuxième point, c'était pour compléter sur ce qu'est l'antisémitisme le 7 octobre. Ce n'est pas simplement une question d'antisionisme, c'est effectivement, comme tu le disais, le fait que, et sans mauvais jeu de mots, la lutte contre le racisme et le féminisme soit devenu le cheval de Troie de l'antisémitisme. Et c'était mes premiers ouvrages, notamment Racé, qui avait créé un espèce de tremblement auprès des indigénistes, des décoloniaux, des racialistes. Et puis, il y a un autre aspect des choses, et c'est pourquoi le 7 octobre a été un pogrom mondial. C'est la question des réseaux sociaux. Puisque lorsque vous parlez à des militaires, ils vous disent, le champ de bataille, il est à la fois terre, air, mer, cyber, mais également réseaux sociaux, où nous avons vu ces vidéos atroces avec des nombres clics, mais démentiels, ce qui a créé en fait un pogrom sur le net, sur le numérique, que nous avons pris en pleine face. Et par là même, des personnes qui ont en tête l'esprit de la charte du Hamas, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël, mais aussi la destruction de l'ensemble des Juifs du monde entier qui prennent la parole ici. Et juste pour faire barrage en responsabilité à cela, à cette idéologie, ces idéologies morbides, eh bien je pense qu'il faut continuer de croire en Rachi aussi, mais de croire en notre République. Merci. Merci. Je reste retourné vers vous deux, parce qu'avec beaucoup d'échanges que j'ai eus avec Raïm et quelques-uns avec Rachel, moi, ce qui me console égoïstement dans mon travail, c'est que je vois que depuis le 7 octobre, toutes les semaines, nous avons de plus en plus de spectateurs, dans notre émission particulièrement. Donc les gens se posent des questions, les gens sont curieux, les gens veulent voir quand même, veulent écouter, veulent peut-être, dans ce qu'on peut appeler la majorité silencieuse, se faire leur propre avis. Et nous faisons tout pour ouvrir dans un judaïsme qui rassemble, c'est-à-dire de mélanger le culte, la culture, la diversité des sujets, pour que chacun se sente, entre guillemets, chez lui à cette heure-là.
Qu'est-ce que les textes peuvent nous apporter dans cette épreuve? L'antisémitisme a frappé le peuple juif depuis la nuit des temps, tout comme Job frappé par les pires épreuves. Est-ce que le peuple juif pourrait être comparé aux épreuves et à la foi de Job? Et je pose cette question à tous les deux. Bon. Job, en tout cas, n'abandonne pas. Job a plein d'amis qui lui disent « T'as sûrement dû faire quelque chose », comme des gens nous disent « C'est pas possible qu'on vous haïsse à ce point, il doit y avoir quelque chose ». Mais Job reste ferme dans sa foi et sa confiance. Je vais vous dire, d'ailleurs, c'est assez étrange. Je vais vous révéler un secret, mes chers amis. Hier soir, à 19h08, à 3, il y a eu un orage de compétition. Quelque chose incroyable, du tonnerre, des éclairs terribles. Okay, et vers 22h, notre ami René vient nous voir, nous sommes à la synagogue en train de faire un commentaire. Je fais un commentaire sur l'espérance. Et il arrive et nous dit, la salle où nous sommes là est inondée, c'est fini, on annule tout. Et moi, dans ma tête, je pense, mais je pense toujours un peu Bible, texte. Et je me rappelle que dans les Cantiques des Cantiques, il est dit « Maïm rabim lo yochlu lechabot et ahava ». Même l'eau la plus importante ne pourra jamais éteindre le feu de l'amour. Et il y a de l'amour ici. Il y a la capacité de dire, nous, on aime notre histoire, on aime nos textes, on aime notre République, on aime cette espérance. On n'est pas juif si on n'a pas d'espérance. Donc même l'eau la plus immense qui soit ne pourra jamais empêcher cette façon de nous retrouver. Et le président Élie Korshia a passé avec la cellule de crise 3 heures, je crois, après le Shabbat, pour voir comment faire, enlever l'eau, voir les cuisines, enfin bref, ce qui fait qu'on a pu avoir une journée où vous n'avez rien vu, mais si vous saviez l'état des plafonds au-dessus, vous pleureriez avec la mairie de Troyes qui va devoir tout réparer. Mais après, n'empêche que nous sommes là, et que c'est l'éthos de ce qu'est le peuple juif. On peut monter et descendre, on peut espérer, on peut désespérer. Ce que nous sommes, nous le disons le soir de Pâques, le soir de Pessah, à chaque génération, il y a quelqu'un qui se dresse en disant « on va exterminer tous les juifs ». Vea kadosh baruch hu matzilenu miyadam, et c'est l'Éternel qui nous sauve de leurs mains. Comment? Je ne sais pas, mais il le fait. Alors des fois, ça nous coûte cher, ça nous coûte très cher. Cette haine contre nous, elle tente en réalité de nous désespérer. C'est l'attaque, la première attaque, tu me parles des textes, la première attaque des ennemis d'Israël juste à la sortie d'Égypte, c'est Amalek, l'ennemi héréditaire d'Israël. Il fait quoi? Il cherche à nous refroidir, à nous faire douter. Amalek, c'est le doute. Et si nous avions tort, et si ce n'était pas notre place? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui à la fois m'a rendu furax et en même temps m'a fait hurler de rire. J'ai des gens que je connais qui sont arrivés à l'aéroport, à Roissy, et il y a un problème de bagages, bon bref. Et ils vont au guichet des bagages, et il y a quelqu'un avec un pins Free Palestine. Ça les énerve un peu qu'ils prennent comme ça parti en fait contre eux. Ils ont la kippa. Ils se font rabrouer par la personne, ils prennent en photo pour pouvoir avoir une preuve. Ça se passe mal et le monsieur les insulte. Il leur dit quoi? Il leur dit retournez dans votre pays. Et moi je me disais, donc en fait il veut Free Palestine des Juifs, mais il veut que les Juifs retournent dans leur pays, c'est-à-dire en Israël. C'est quand même assez schizophrénique. Alors je veux bien que les idiots ne soient pas logiques, mais nous, face à l'illogisme de l'idiotie, on doit rester plonger nos racines dans nos textes, parce que nos textes ne nous ont pas parlé à un moment. Rachi n'a pas parlé de 1040 à 1105, Rachi nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus beau commentaire de Rachi, c'est quand il dit « Ayom, aujourd'hui, : Ayom, aujourd'hui ». Les commentaires de Rachi, tout comme toutes les paroles de la Torah, nous parlent aujourd'hui. Et si moi, dans le Cantique des Cantiques, j'ai pu trouver la certitude que cette journée se passerait, malgré, j'ai senti la force du président, mais je l'ai senti un peu douter quant à René. Lui, il était déjà en train de faire Kaddish sur la journée. Chante un psaume, René, au lieu de faire Kaddish. Avec tes présidentes, là, chantez des psaumes, rendez grâce à l'Éternel. Je sais qu'en voyant ce qu'il y a dans les textes, on trouve toujours ce qu'est au fond le judaïsme, c'est-à-dire une machine à produire de l'espérance et de la confiance en Dieu. Et tu as raison, pas que pour nous, pour l'ensemble de la société. Notre job,
notre fonction, notre vocation, c'est d'instiller de la confiance dans l'ensemble de la société, parce que tous les combats qui ont touché à l'antisémitisme, tous, étaient au fond des combats pour la République. L'affaire Dreyfus, c'est pour ou contre la République. Quand Dreyfus est innocenté, c'est la République qui gagne. 40, c'est pour ou contre la République. La République perd, notre situation est catastrophique, la République l'emporte, la situation des Juifs redevient sereine. Voilà ce qu'est notre combat, instiller de la confiance avec nos textes dans la République. Merci. Avant de poser la même question à Rachel, vous remarquerez quand même qu'il y a quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est le personnage public, le seul personnage public de tous les temps, notre grand rabbin de France, à qui vous dites bonjour, comment ça va, et il te dit page 32, verset numéro 47. Voilà ce qu'il répond. Alors, chapitre 32, dans le Deutéronome, verset 47, tu as pris les chiffres au hasard, on ne s'est pas arrangé ensemble. Je vous assure, mes chers amis, c'est bien, mais ça n'existe pas. Vers chapitre 28, du Deutéronome, verset 47, tout ce qui arrive, Al Asher Loavatem et Hashem Elokechem Besimcha Uvtuv Levav, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on ne sait pas tout vivre dans la joie. Et je crois que ce grand rassemblement aujourd'hui, c'est avant tout un rassemblement de joie, et notre pays, plus que jamais, a besoin de joie. Merci, monsieur le grand rabbin. Rachel, à peu près la même question. Je connais ton amour de la littérature. Qu'est-ce que et en quoi, même pour ceux qui ne sont pas passionnés de culture, les textes dans cette épreuve peuvent nous apporter comme force? Pour me conjuguer un petit peu, avec tout mon respect à la parole de Chaim, le bien nommé, c'est-à-dire la joie et la vie. Ces textes, vous savez, moi j'ai été élevée par un papa qui a bien connu la vraie colonisation, la vraie islamisation, puisqu'aujourd'hui l'islamisation concerne toute l'Afrique, donc à l'heure où on nous fait des leçons de morale insupportables. Un continent qui a connu le vrai apartheid. Et en fait, ce papa-là, il me disait la définition d'un Français, ce qu'était un Français. En fait, l'origine d'un Français, et bien pour lui, l'origine d'un Français, c'est la bibliothèque. Donc souvent je dis, je suis afro-yiddish, polonaise. Non, en fait, mon origine française, c'est la bibliothèque avec l'ensemble de ses récits. Et en fait, là où on peut insuffler cette joie et cette vie, c'est de réussir dans cette belle République à pouvoir incarner tous ces textes vers la vie et qui construisent une identité en mouvement. Chaque texte que tu travailles au théâtre, voilà, ou chaque chanson, elle te permet d'être un autre. Donc d'être dans cette altérité. L'altérité, c'est de l'adversité, mais c'est aussi beaucoup d'amour. Donc en fait, c'est l'ensemble de la bibliothèque que je prendrais. Et puis, comprendre que on a des textes spécifiques, si c'est un homme, par exemple, où il y a la vie tout au bout. Et en fait, je comprends par rapport à cette épreuve du 7 octobre et ce que nous avons à vivre, pourquoi finalement le mot rescapé doit faire ricaner certains. Mais s'il fait ricaner certains, c'est parce que rescapé, c'est choisir la vie. Alors moi, je suis très heureuse d'être petite fille de rescapé et de choisir la joie et la vie. Merci Rachel. Merci. Je me retourne vers vous, un président du consistoire central, donc qui rencontre des auteurs, des gens de la communauté, des gens qui viennent chercher des conseils, une journaliste qui rencontre des auteurs, des essayistes, d'autres journalistes, des hommes politiques. Est-ce que vous sentez, dans les gens que vous côtoyez et qui viennent se confier à vous, de la tristesse, de la colère, ou les deux? Ça va même plus fort que... ça va même plus loin que ça. De la tristesse, de la colère, oui. Et comment n'y en aurait-il pas lorsqu'on a vécu tout ce qu'on a vécu dans notre pays depuis ces 8 derniers mois?
mais il y a aussi de la résilience. Et la société montre une très forte résilience. Et c'est sans doute un des points communs que nous avons avec ce qui s'est passé de terrible en Israël. C'est la société civile qui a le plus tenu, qui a tenu plus que tout le monde. J'ai été 4 fois en Israël depuis ces derniers mois, notamment avec le KKL auprès des agriculteurs, des kibbutz, et avec le Magen David Adom auprès des soignants. Et je peux vous dire que j'ai à chaque fois été épaté par la résilience de la société. Et nous, ce que nous vivons, oui, vous avez raison de parler de colère, de tristesse parfois, d'abattement souvent. Mais en même temps, il y a cette volonté de toujours tenir, de ne jamais baisser les bras. Et quel symbole, puisqu'on est en train de tourner cette émission, quel symbole de ce qui s'est passé effectivement hier soir. Quand nous avons cette scène apocalyptique dans l'Aube, avec ces voitures renversées, ces arbres qui tombent, 3 morts malheureusement à déplorer dans le département. Lorsqu'on vient effectivement nous dire, alors que nous sommes à la synagogue, nous avons passé un Shabbat extraordinaire à Troyes, et lorsqu'on vient nous dire, il est probable, il est possible que Yom Rashi soit annulé parce que ce joyau architectural est touché, et il y a de l'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Eh bien là, c'est la foi. C'est la foi et c'est le courage. Et c'est un courage commun. On parlait tout à l'heure du soutien des pouvoirs publics. Je le disais par rapport au maire, François Baroin. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fini Shabbat à 22h53 hier. À 23h pile, je faisais une réunion de crise et était là le représentant de la ville de Troyes, le représentant de la préfecture de l'Aube et les responsables de l'espace Argence. Un samedi soir, dans la nuit entre samedi et dimanche, tout le monde s'est mobilisé. Et vous n'y avez rien vu puisque nous sommes tous dans cette salle pleine pour une magnifique après-midi pour le judaïsme français. C'est ça aussi un signal très fort. Et ça montre bien qu'en dépit des vicissitudes, en dépit parfois des difficultés, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses, eh bien, toute la nuit, tout le monde a travaillé. À 5h du matin, tout le monde était là, déjà présent. Et à 11h30, les portes se sont ouvertes et nous pouvons vivre cet après-midi d'exception. Alors je complète ce que disait le grand rabbin. Ayons toujours foi, parce qu'en ayant la foi et en nous donnant évidemment les moyens d'agir, eh bien on voit que même dans des situations qui pourraient nous paraître perdues, eh bien rien n'est jamais perdu. La communauté juive française a toujours marqué son attachement à la République. Et pourtant, aujourd'hui, elle se sent parfois seule. Quelle est l'espérance que vous souhaitez transmettre? Dans nos synagogues, on récite tous les Shabbatot, tous, la prière pour la République. Bon, cette prière pour la République, c'est une façon d'espérer que la France, selon le texte, reste fidèle à ses engagements, à ce qu'elle a toujours été. Au fond, le judaïsme, qui est une sorte de paramètre qui ne change pas dans le monde, rêve que la France soit toujours la France et qu'elle défende toujours, comme l'on dit dans notre prière, le droit et la liberté. Et défendre le droit et la liberté, c'est ce qui fait que, à l'instar du judaïsme, la France se sent concernée par tout ce qui se passe dans le monde. Alors on a parfois le sentiment qu'on est prétentieux parce qu'on est français. Et que... Non. Au son de la Marseillaise, tous les pays dans le monde se sont libérés. Cette espérance de liberté, égalité, fraternité, elle a inondé le monde comme une espérance de transformation. Et le judaïsme a toujours, lui aussi, été concerné par toute souffrance. Moi, je repense à ce poème de Edmond Flegg, « Pourquoi je suis juif ?» Je suis juif parce que partout où un homme pleure, le juif pleure avec lui. Je suis juif parce que partout où le monde désespère, le juif, lui, continue à espérer. Une façon de dire, j'espère pas que pour moi, j'espère pour tout le monde. Je ne pleure pas que sur mes malheurs, je pleure sur tous les malheurs du monde. Voilà pourquoi quand on est accusé de ne pas voir ce qui se passe dans le monde, pas voir ce qui se passe à tel ou tel endroit, et quand on entend des mensonges aussi honteux que, je sais pas moi, Gaza, prison à ciel ouvert, oui, probablement. Mais les gardiens de la prison, ce sont les agents du Hamas, les terroristes du Hamas, qui enferment leur population depuis 2007 et ça gêne personne. Pourquoi ça gêne personne? Parce qu'au fond, tout le monde sait bien ce qu'est le Hamas, mais tant que c'est entre eux, on s'en mêle pas. D'ailleurs, comme personne,
J'ai pas vu des grandes manifestations, j'ai pas vu des élections européennes motivées, mobilisées sur, par exemple, les 250, 300 000, on sait même pas combien exactement, Syriens tués par d'autres Syriens. Donc tout ça, c'est une réalité. Mais les Juifs, eux, parce qu'ils sont Juifs et parce que nous sommes Français et tous les Français, ne peuvent pas accepter que dans le monde, il y ait quelque chose qui soit injuste. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que la République reste fidèle à elle-même, fidèle à ce qu'elle a toujours incarné, parce que le judaïsme, lui, restera toujours fidèle à lui-même. Ça peut plaire, ça peut déplaire. Le judaïsme sera toujours cette façon de considérer l'autre comme un frère, comme une sœur, comme le même que moi, et donc aussi digne de droit que moi. Et la France, le principe de ce qu'est la France, c'est ça. Le principe de ce qu'est la France, c'est je n'accepte pas que quelque part dans le monde, il y ait une injustice. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu utopique. Non. Moi, je pense qu'il faut être capable de se mettre un horizon, même s'il est utopique, parce que cet horizon, il donne une direction. Et voilà la direction de ce que nous contribuerons avec le consistoire. Le consistoire, c'est une institution qui est ancienne. Le président rappelle souvent qu'elle a 216 ans. Ça veut dire quoi, 216 ans? Ça veut dire qu'on a été capable d'amortir tous les chocs de notre histoire, les chocs les plus glorieux et les chocs les plus sombres. Rappelez-vous toujours que le 14 juillet se trouve 2 jours avant le 16 juillet. Si le 14 juillet, c'est la lumière de la liberté, le 16 juillet, c'est l'obscurité absolue de la rafle du Veldiv. Et pourtant, c'est notre histoire. Donc on sait que la lumière est très proche de l'obscurité. Mais avec Guillaume Apollinaire, nous savons que jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Et même s'il faut, étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins, nous serons là pour vivre les matins de la République. Merci Chaim, c'est la préface d'ailleurs de votre livre, cette phrase. Rachel, on s'attendait à une compassion, je dirais sincère, après les attaques du Hamas, et pourtant, les actes antisémites ont explosé au bout de quelques jours. Comment vous pouvez l'expliquer, vous ? Oui, c'était effroyable. Le fait qu'on ait le cœur en 1000 morceaux et qu'on soit dans une solitude et un silence. Je crois que la guerre qui est à l'œuvre concernant le territoire d'Israël, mais ces idéologies qui circulent à bas bruit et qui génèrent cet antisémitisme, c'est une guerre, pour rebondir avec ce que tu disais, Raïm, une guerre contre l'histoire, une guerre contre la vérité. Donc on a ressenti une grande solitude parce que tout était prêt pour faire rentrer l'irréel, le fantasme, le dogme, l'idéologie dans certains cerveaux. Mais je partage véritablement et profondément cette phrase, puisque tu aimes les textes de Gainsbourg. Je connais mes limites. C'est pourquoi je vais au-delà. Je crois que c'est ça ce que nous avons à faire aujourd'hui. Aller profondément au-delà pour continuer à faire vivre notre République, mais ses principes fondamentaux. Parce que si nous ne sommes plus là en tant que Juifs, les principes d'égalité n'existent plus. Les principes de liberté existeront moins, et le principe de fraternité encore moins s'il n'y a pas un autre. Et aujourd'hui, les idéologies racialistes qui ont fait le lit du silence, elles vous mettent en situation d'esclavage. Pour certains, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de penser librement parce que vous avez une certaine couleur de peau. Vous devez correspondre à un dogme morbide. Vous n'êtes pas considérée comme une citoyenne pleine, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu vivre, pleine et entière. Vous n'avez pas le droit au doute, ni aux interprétations, ni d'aimer la France. Et je crois que cette bataille-là, elle est commune avec la majorité des citoyens en fait. Donc ça a révélé une grande tristesse, de la stupeur, une solitude évidemment. Ça a réveillé des fantômes, mais aussi ça a réveillé notre responsabilité une nouvelle fois, de nous tenir debout et de regarder ces principes en les incarnant, ces principes qui sont sur nos mairies ou sur nos écoles de la République, en les incarnant, nous avons cette responsabilité-là. Merci Rachel, merci beaucoup. Élie, pour conclure, nous sommes aujourd'hui à Troyes
pour la seconde édition de la Journée du judaïsme français, aventure que vous partagez pleinement avec la Maison Rachi. Quel message avez-vous envie de transmettre cette année particulièrement? Je dirais que cette année a sans doute été l'année la plus difficile pour organiser un tel événement. Et pas seulement pour ce qui s'est passé hier. L'année sans doute la plus difficile, parce qu'on ne s'attendait pas, quand on a commencé à préparer cette organisation, que le 9 juin, on nous annonce qu'il allait avoir une dissolution et une élection législative le 30 juin, que ça allait être le premier tour, mais aussi très difficile parce que dans le climat actuel, certains me disaient, mais est-ce qu'il faut organiser un grand événement comme cela et est-ce que tout le monde viendra à Troyes dans cette terre de Rachi pour cette grande journée? Et avec mes amis de la Maison Rachi de Troyes, nous avons été persuadés et nous avons été suivis en cela, comme je le disais, par la ville de Troyes, par le département, par la région et par d'autres partenaires qui nous ont suivis, que c'était sans doute cette année où c'est sans doute l'organisation la plus difficile, que c'était l'organisation la plus importante. Et je vais rebondir sur ce qui a été dit par le grand rabbin de France et par mon ami Rachel Kahn à l'instant. Regardez ce programme d'aujourd'hui. Des synagogues du monde entier photographiées par David Abitbol, qui nous a permis ce matin de découvrir des clichés qui donneront lieu à un livre l'année prochaine, où on voyage de Hongrie à la Roumanie, de la Grande-Bretagne aux États-Unis, en passant par d'autres pays encore. Un calligraphe avec Franck Laloux qui nous a démontré comment l'écriture, les secrets de l'écriture dite de Rachi, comparée à l'écriture hébraïque. Cette langue qui, des milliers d'années après, n'est pas morte, contrairement à beaucoup d'autres langues, et continue à être vivante, à être étudiée, à être parlée en 2024. Et puis tout à l'heure, le point d'orgue de cette grande journée de Yom Rachi. Ce spectacle que nous avons créé, que nous avons bâti depuis 5 mois, pour vous toutes et vous tous, qui êtes dans cette salle pleine. Ce spectacle qui symbolise ce que nous avons vécu cette année finalement. Le mélange entre la France et l'État d'Israël qui a été touché, mais jamais vaincu. Avec Liat Cohen, cette grande musicienne, cette grande guitariste qui va venir en trio pour nous interpréter des morceaux et un spectacle qu'elle a créé spécifiquement. Et puis, nous aurons ces lectures de textes que nous avons choisies. Pourquoi? Parce que ce sont des lectures de textes écrits par des grands hommes et des grandes femmes qui étaient des citoyens français qui ont marqué de leur empreinte indélébile le XXe siècle, et en même temps qui étaient des personnalités juives dont le souvenir marque encore aujourd'hui notre génération. Robert Badinter, Simone Veil, Albert Cohen, Romain Gary, Joseph Kessel. Ce sont des personnalités que vous découvrirez tout à l'heure, qui montrent qu'aujourd'hui comme hier, il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de double allégeance. Il y a une communauté juive française fière de son identité, fière de ses valeurs et fière de ce qu'elle porte en elle. C'est vrai dans l'après-octobre 2023, c'est vrai en 2024 et c'est le combat que nous continuerons à mener. Alors oui, Yom Rachi, on l'a appelé la journée du judaïsme français. C'est un judaïsme français qui sait où il va parce qu'il se souvient du passé, il sait le présent qu'il doit affronter et surtout, il a toujours foi en son avenir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. J'espère que ce temps de réflexion et de partage venu de tous les horizons ouvrira des portes, que Rachi et tout ce qu'il représente insufflera dans les esprits l'apaisement et l'espérance en partage. Merci beaucoup.